Leaders mondiaux, il y a encore 5 ans, les géants tricolores du nucléaire comme EDF, Engie et Areva sont condamnés à changer de modèle. Résultats financiers contrastés, projets de développement soumis à de lourdes incertitudes. EDF est-il devenu un géant en péril? Reportage de Julie Hulin. Visage fermé, tension palpable. Chez EDF, les salariés voient la vie en gris. Depuis quelques semaines, les journées d'action se multiplient. Vendredi dernier, ils étaient venus de toute la France pour protester contre la fermeture anticipée des centrales au fioul. Les syndicats dénoncent une casse du secteur énergétique. Comment accepter de fermer des moyens de pointe qui coûtent à peine 5 € par client par an pour risquer un blackout? C'est vraiment pour nous une approche purement financière de très court terme. Avec ces fermetures anticipées, EDF devrait économiser 72 millions d'euros. Une économie parmi tant d'autres, dans un groupe qui compte et recompte ses euros pour éviter l'effondrement. Cette année, EDF fêtera ses 70 ans. En cadeau, une dette de 37 milliards d'euros. Donc les différents choix politiques qui ont été faits, et y compris stratégiques, font qu'aujourd'hui, avec les choix, y compris de Bruxelles et des différents gouvernements successifs, de déréglementation, de concurrence, de casser le monopole, considérant que ça ferait baisser les prix, etc., ce qui est complètement faux, aujourd'hui amène à fragiliser énormément l'entreprise EDF. Depuis quelque temps, les énergéticiens du monde entier sont confrontés à de grandes difficultés. Effondrement historique des prix du pétrole, baisse de consommation, montée en puissance des énergies renouvelables, les surcapacités de production sont devenues structurelles. En 2015, les prix du marché ont chuté de plus de 30%. Dans ce contexte, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, annonçait il y a un mois une réduction de 5% de ses effectifs. On en est arrivé là pour deux raisons principalement. La première, c'est en 1998, donc la libéralisation du marché de l'énergie qui a imposé la privatisation d'EDF pour mobiliser les salariés, leur donner un grand projet industriel. On a demandé à EDF de partir acheter des entreprises à l'international et devenir l'électricien du monde. Sauf que EDF a fait n'importe quoi à l'international, a racheté des tas d'entreprises qui ne valaient rien. La deuxième raison, c'est que ça fait 30 ans que l'État ment sur les tarifs d'électricité en France. Ça fait 30 ans que l'État refuse d'augmenter les tarifs d'électricité pour suivre l'augmentation des coûts de production d'électricité nucléaire. Une réalité qui vient se heurter à celle d'un programme d'investissement colossal. La participation au sauvetage d'Areva, 2,5 milliards d'euros. Le chantier de l'EPR de Flamanville sans cesse repoussé, 1,5 milliard d'euros. Le programme d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, 25 milliards d'euros. Le projet des 2 EPR en Grande-Bretagne et le programme de maintenance du parc nucléaire français estimé à 100 milliards d'euros jusqu'en 2030. Des sommes pharaoniques qui rendent l'équation financière quasi impossible. Et derrière, une question cruciale, celle de la transition énergétique. Il n'y a pas de transition énergétique en France et il n'y en aura pas dans les 10 prochaines années. Ça, c'est clair. C'est évident parce que, encore une fois, il suffit de prendre les chiffres de production d'électricité en France. Donc le nucléaire, c'est 75%, l'hydraulique, c'est 14%, 14-15%, et les énergies renouvelables, c'est 4%. En Allemagne, les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, c'est 33% de la production d'électricité. Voilà. Ce qu'ont fait les Allemands, nous sommes capables de le faire. Sauf qu'il n'y a pas la volonté de le faire en France. Avec la loi de transition énergétique, le gouvernement s'est engagé à réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Pour atteindre cet objectif, il faudrait, selon la Cour des comptes, fermer au moins 17 des 58 réacteurs de l'Hexagone. François Hollande avait promis en 2012 d'en arrêter 5 d'ici la fin de son mandat. Chez EDF, on affirme pourtant qu'on n'en fermera aucun avant 2018. Et pour débattre de l'avenir de la filière nucléaire française, j'accueille sur le plateau mes invités. Denis Baupin, vous êtes député Europe Écologie Les Verts et vice-président de l'Assemblée nationale. Face à vous, François Lévesque, professeur d'économie industrielle à l'École des mines ParisTech et auteur du livre Nucléaire On-Off, analyse économique d'un pari aux éditions Duno. Bonsoir. Et j'accueille également Thomas Porcher, économiste à la Paris School of Business et auteur du livre Idées reçues sur l'énergie aux éditions de Bouygues. Bonjour messieurs. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce sujet, EDF est fragilisé, fleuron de l'industrie française, il est aujourd'hui en péril. Peut-on rester sur le même modèle, Denis Baupin? Non. Clairement, il y a une mutation énergétique à travers le monde. Formidable d'ailleurs.
formidable mutation dans laquelle les énergies renouvelables deviennent extrêmement rentables, extrêmement compétitives, notamment le solaire et l'éolien. Et donc ça bouge de tous les côtés parce que les vieilles énergies, les énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, mais aussi le nucléaire, aujourd'hui sont de moins en moins compétitives. Donc forcément, une mutation, c'est un moment compliqué, c'est un moment difficile, notamment pour les majors du secteur, qu'il s'agisse d'ailleurs des pétrolières, qu'il s'agisse des acteurs dans tous les domaines de l'énergie. Et donc EDF n'y échappe pas. Regardez, EDF est sorti du CAC 40 il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il touche son plus bas historique, pour la première fois en dessous de 10 euros dans le cours. Ils ont perdu 10% aujourd'hui sur le cours d'EDF. Donc une situation qui est très préoccupante parce que moi, je ne suis pas pro-nucléaire, chacun peut l'imaginer. Pour autant, je ne souhaite pas évidemment la catastrophe pour EDF. Je souhaite que EDF soit un pilier de la transition énergétique. Pour autant, ça veut dire qu'à un moment, il faut se dire qu'il y a l'ancien système, le monde nouveau qui se met en place, un peu comme au moment où le Minitel a été battu par Internet. Le Minitel, ça pouvait être sympa, mais voilà, il fallait passer à Internet. François Lévesque, EDF a raté cette mutation ? Non, on en est au début d'une nouvelle histoire, mais le modèle économique ancien d'EDF ne peut plus se poursuivre. Pourquoi ? Parce que EDF vend aujourd'hui essentiellement son électricité à un prix de marché. Et donc sur le marché, puisque l'essentiel des tarifs, sauf les tarifs réglementés pour les consommateurs comme vous et comme moi, les résidentiels, sont maintenus. Et d'autre part, ce marché, durablement, offre un prix en Europe qui est très bas, qui est de l'ordre d'un peu moins de 30 euros du mégawattheure. Et donc EDF passe d'une situation où les tarifs réglementés lui permettaient d'avoir des recettes relativement prévisibles à une situation où les prix de marché sont durablement bas, et ceci à un moment où EDF doit réaliser des investissements très très importants, à la fois sur le parc ancien et puis sur éventuellement la construction de nouveaux réacteurs en Angleterre. Donc cette conjonction d'éléments, les forces du marché, le prix de marché, un prix bas et des investissements très élevés à réaliser, c'est une nouvelle équation pour le modèle d'affaires d'EDF. Justement, ces investissements ils vont être très importants. Thomas Porcher, Bruxelles a publié aujourd'hui un rapport sur le nucléaire et il juge que la France est mal préparée au démantèlement de ces centrales et notamment qu'elle n'a pas mis assez d'argent de côté. Oui, alors je voudrais d'abord revenir sur quelque chose, c'est qu'il faut se rappeler comment EDF a été construit et comment on a fait ce champion du nucléaire. On l'a fait avec un état stratège, une vision de long terme, le général de Gaulle, sur 30-40 ans, et on a mis finalement nos opérateurs historiques, que sont EDF, Engie ou même Areva, à l'abri de la volatilité des prix de marché. Or, aujourd'hui, on doit libéraliser tout ça. Donc, on est passé d'un État stratège qui avait une vision à un État finalement pantouflard qui prend sa part de marché et qui n'a plus de vision. Or, aujourd'hui, on demande justement dans cette période-là à l'État d'indiquer la route à suivre, 86% actionnaire à 86% d'EDF, donc il faut qu'il indique la route à suivre. Or, aujourd'hui, clairement, les parts de marché sont à prendre dans le renouvelable et pas dans le nucléaire. Aujourd'hui, on a 70% de l'électricité en France qui est du nucléaire, plus de parts de marché à prendre. En Allemagne, on est plutôt sur la transition énergétique. En Europe, on est plutôt sur les renouvelables. Aux États-Unis, ils sont sur le gaz schiste. À part quelques pays émergents comme la Chine ou les Émirats arabes unis, où EDF est en concurrence avec d'autres majors, d'autres pays, et moi je pense que les pays émergents voient très bien ce qui se passe et ont moins confiance dans EDF, je ne vois pas où sont les parts de marché à prendre dans le nucléaire. Donc il faut que ce basculement soit opéré par l'État. Et effectivement, il faut mettre des provisions de côté, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ne va pas changer comme on change un menu à la cantine. Ça prend des temps très longs l'énergie, 40 ans pour faire cette transition, passer du nucléaire à un 100% renouvelable. Et dans cette transition-là, il faut mettre de côté des provisions, il faut démanteler petit à petit les centrales et passer du nucléaire au renouvelable. Mais si on suit la logique de marché, on suit une logique de court terme. Et effectivement, la logique de court terme ne veut pas qu'on pense au démantèlement à ces choses-là. On suit un coup, on va sur le nucléaire parce que c'est plus compétitif, comme c'était le cas il y a quelques années, puis un coup, on va sur autre chose parce que c'est plus compétitif. C'est à l'inverse de la vision qu'on devrait avoir dans l'énergie. François Lévesque, le PDG d'EDF, a réclamé un allongement de durée de vie des centrales. Europe 1, ce matin, dit que Ségolène Royal va accorder ce prolongement de durée de vie de 10 ans, les faisant passer de 40 ans à 50 ans. C'est une bonne nouvelle pour EDF ? C'est une très bonne nouvelle pour EDF, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Français et pour l'économie française. Pourquoi ? Parce que dès lors... pour les anti-nucléaires. Non mais Ségolène Royal n'a rien annoncé. Du point de vue de l'économie. C'est une information d'Europe 1. Europe 1 fait un buzz là-dessus, mais il n'y a aucune décision de Ségolène Royal, tout simplement parce que la prolongation des centrales, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui doit le décider. Du point de vue de l'économie, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Ségolène Royal parce connaît la loi. vous avez un parc
Dès lors qu'il est rentable de continuer de le faire fonctionner, dès lors que l'autorité de sûreté nucléaire considère que la sûreté est assurée, eh bien, vous produisez au moindre coût avec ces centrales qui existent déjà par rapport à la construction de nouvelles centrales ou même par rapport à des mesures d'efficacité énergétique qui réduisent la consommation mais qui coûtent aussi en investissement. Donc, du point de vue de l'économie, autant utiliser les usines qui existent dès lors que ces usines sont rentables et dès lors qu'elles satisfont des critères de sûreté. On ne ferme pas des usines à ces deux conditions-là. Le jour où elles ne seront plus rentables, comme aux États-Unis, par exemple, certaines centrales nucléaires ferment aux États-Unis alors qu'elles pourraient continuer d'être opérées jusqu'à 60 ans, parce qu'il n'est pas rentable de continuer de les faire tourner. Même si on augmente de 30 à 50% les tarifs, comme le veut le PDG d'EDF, parce on que là, pas de 30 à 50% les tarifs. Le volonté est d'augmenter quand même les tarifs sur le long terme pour gagner en rentabilité. Donc, vous voyez, mais les tarifs, Denis Baupin le sait mieux que nous et je lui laisse la parole, les tarifs doivent refléter les coûts. Justement, est-ce qu'on paye le vrai coût, justement, messieurs, est-ce qu'on paye le vrai coût de l'électricité en France, Denis Baupin? Bien sûr que non, et depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on n'a pas provisionné suffisamment sur le démantèlement, sur les déchets, etc. Parce que justement, on ne paye pas l'assurance en cas d'accident. Mais je voudrais quand même m'inscrire vraiment en faux contre les déclarations d'Europe 1 ce matin. Ségolène Royal ne peut pas avoir fait une déclaration qui serait contraire à la loi. La loi, elle prévoit que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui décidera si on prolonge ou pas des réacteurs nucléaires. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire pluriannuelle de l'énergie qui va être publiée début mars. Et qui fixe les grandes lignes du choix énergétique. En 2018 et en 2023. Oui, je connais la loi parce que j'en suis rapporteur. Donc, de fait, je la connais bien. Mais de fait, cette loi ne peut pas prévoir des choses qui seraient contraires au fait que l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité indépendante et qu'en 2018, elle fera connaître les règles pour la prolongation des réacteurs. Par ailleurs, j'entends le raisonnement très économiste de M. Lévesque. Mais sauf que je vous pardonne volontiers. Personne n'est parfait. Mais donc, pour revenir à une chose sérieuse, c'est que ce que nous avons choisi au niveau de la politique française, au niveau du Parlement, de ce qui a été voté, la loi de transition énergétique, c'est la diversification. Pourquoi ? Parce qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier avec le nucléaire. Aujourd'hui, que le business model du nucléaire est en train de s'écrouler, même M. Lévesque le dit, de fait, on a intérêt à diversifier. Donc, aller vers les énergies renouvelables. Donc, aller progressivement vers une réduction du parc nucléaire. Donc, prolonger l'ensemble des réacteurs nucléaires, à court terme, ça peut paraître logique pour rentabiliser un parc, mais en condition qu'on vérifie que la sûreté soit garantie, ce qui est loin d'être le cas. Mais en tout cas de cause, ça voudrait dire qu'on ferait une erreur majeure d'un point de vue industriel, c'est qu'on laisserait tous les autres devenir compétitifs sur les renouvelables et que nous, on serait complètement à la remorque. Et donc, il faut forcément enrayer cette transition, sinon on va rater les emplois de demain. Je voudrais ajouter quelque chose. Quand on garde des centrales en vie, on injecte de l'argent pour les garder en vie. Si on les garde 20 ans, ou comme on veut les faire vivre jusqu'à 60 ans maintenant, alors qu'elles étaient prévues pour 40 ans, ça coûte de l'argent. Donc c'est pas quelque chose de complètement amorti qu'on laisse continuer. Ça coûte de l'argent de les garder en vie. Ensuite, le démantèlement, il va bien falloir le payer un jour, ce démantèlement. Donc il faut le prévoir quand même. Enfin, là, les gains de compétitivité que vous dites sur le coût de l'énergie, bien qu'encore une fois, il y a des pentes quand même décroissantes sur les coûts du renouvelable et qu'à un moment, ça va se rejoindre. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais sur ces coûts dont vous parlez, ils sont, toutes choses étant égales par ailleurs, à partir d'aujourd'hui. Mais ces coûts sont amenés à augmenter si on maintient ces centrales en vie. Et le coût du démantèlement final, il est toujours là. Donc si ce n'est pas nous qui le payons, c'est les générations futures qui le payeront. Ça, il ne faut pas l'oublier. François Lévesque, est-ce que prolonger la durée de vie des centrales, c'est pas repousser le problème à dans 10 ans ? C'est pas repousser le problème, il faut prolonger la durée de vie. Quand votre usine marche, les centrales sont des usines à produire de l'électricité. Quand votre usine marche, les équipements donnent satisfaction, le coût de production est inférieur au prix de marché, eh bien, vous continuez de faire tourner votre usine. Sauf bien sûr si vous avez une autorité qui vous dit attention, danger, et il faut fermer l'usine. Et l'autorité de sûreté nucléaire, qui est indépendante et qui est puissante, et il faut s'en féliciter, eh bien, elle prendra cette décision si elle doit la prendre. Mais alors pourquoi le jour où Europe 1 annoncerait cette formidable nouvelle pour EDF, le cours d'EDF perd 10% en bourse ? Le plus bas historique. Comment vous expliquez ça, si ce n'est le fait que la plupart des gens n'y croient pas du tout ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation, et moi je trouve ça intéressant d'un point de vue de l'incroyance dans la poursuite du nucléaire, mais par contre très inquiétant par rapport à EDF. EDF, ça valait à peu près 160 milliards. Il y a en 2008. Aujourd'hui, la valorisation, elle est autour de entre 15 et 19 milliards. Vous imaginez la perte de valeur considérable. Mais la perte de valeur, elle est strictement un bien public. La perte de valeur de l'actif lui-même, le parc. Ça dit quelque chose de la Bien sûr, mais le parc nucléaire a perdu de la valeur parce que les
prévisions sur les prix de l'électricité, qui donnent la valeur aujourd'hui du parc, de l'actif, eh bien, ces prévisions de recettes diminuent parce que les prévisions sur le prix futur de l'électricité diminuent. Donc, forcément, la valeur de l'actif diminue. Mais je voulais prendre du recul. Arrêtons de regarder uniquement la France. L'avenir industriel, que ça soit sur le renouvelable ou sur le nucléaire, il faut considérer pour la planète entière. Et donc, il faut vendre des éoliennes où il y a une demande, il faut vendre des centrales nucléaires où il y a une demande. Il ne faut pas uniquement regarder le marché français pour établir une stratégie sur l'avenir de l'industrie française. L'industrie française du nucléaire peut exporter, l'industrie française de l'éolien peut exporter. Pourquoi on ne vend aucune centrale nucléaire alors? Non, on a un projet en Finlande qui a pris 10 ans de retard. Je crois que malheureusement on en a vendu quelques-unes, puisqu'on en a vendu en Finlande qui coûte la peau des fesses. D'accord, mais qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. C'est un des symboles, le PR finlandais, un des symboles c'est quand même un drame. Du déficit d'EDF. Alors justement, depuis Fukushima, est-ce qu'on exporte encore des centrales? La France a vendu à l'étranger 2% des centrales nucléaires qui sont construites à l'étranger. C'est-à-dire qu'on nous raconte partout en France qu'on est les champions du nucléaire, qu'on va vendre des centrales nucléaires à l'étranger. On en vend très peu. Donc c'est une histoire qu'on a racontée. Il ne faut pas être polarisé sur les réacteurs et sur les ventes de centrales. L'industrie française nucléaire vend 10% de la valeur des centrales qui sont construites en Chine. Et mieux vaut parce que... Vous voulez dire par ça? Mais pourquoi? Parce qu'on a des fournisseurs, y compris des petites entreprises, qui vont fournir tel élément. Une centrale, ça a des milliers de composantes. Et à partir du moment où en Chine, on construit plus d'une vingtaine de centrales en cours, eh bien, il vaut mieux faire 10%, vendre 10% de l'ensemble de la valeur de ces centrales que de vendre un réacteur. L'un n'empêche pas l'autre. C'est mieux pour les Américains. Quelle est la part du nucléaire dans l'électricité chinoise? La part doit être à 3 ou 4%. 2%, voilà. Bah donc, est-ce que si on vendait plutôt des énergies renouvelables, elles pèsent mais il faut aussi vendre des énergies renouvelables. On n'aurait pas des emplois bien plus nombreux à créer. Enfin, je veux dire, plutôt que de rester sur un secteur mais qui est vendons des énergies renouvelables. Mais pourquoi se fermer? Pourquoi les entreprises qui seraient compétitives à l'exportation pour vendre des bouts de centrales, pour vendre des bouts de centrales, pour vendre des générateurs, par exemple, des générateurs de vapeur. La France vend des contrôles-commandes aux centrales nucléaires russes. Donc vous avez plein d'entreprises, et pas simplement Areva, qui vendent des services pour de la maintenance à des... Quel pays aujourd'hui pourrait faire confiance à notre filière nucléaire quand il voit la catastrophe d'Areva et les bénéfices fondre divisés par 3 d'EDF et le fiasco de l'EPR? Enfin, ça n'indique pas quand même que dans les prochaines années, les pays émergents qui voudraient, hypothétiquement, de nos centrales, nous fassent autant confiance face à d'autres concurrents. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre, comme vous le dites. Aujourd'hui, c'est clair qu'en France et en Europe, il faut développer pleinement le renouvelable parce qu'il y a des lois, la loi de la transition, ou même des lois au niveau européen, qui nous obligent à avoir 30% de renouvelable. Donc, il faut aller droit sur ce secteur. Merci, messieurs, pour ce débat que je pourrais qualifier d'électrique.